Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence, celle des citoyens kémites, par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, quelle est la force des puissances occidentales en Afrique? C'est la question que nous allons aborder. Qu'est-ce qui fait que les puissances occidentales puissent toujours être capables de nous dominer, de nous coloniser, de nous piller? Quels sont les instruments, en quelque sorte, quels sont les instruments qu'ils utilisent pour nous mettre à genoux? Comment, en d'autres termes, fonctionnent les relations entre les puissances occidentales, celles du G7 et de l'OTAN, avec l'Afrique? La liste certainement n'est pas exhaustive, mais moi je vois essentiellement deux éléments. Deux éléments. Ces deux éléments-là, quand nos pays arrivent à comprendre ça, à contourner ça, alors ces pays sont souverains. La souveraineté est conditionnée par la maîtrise de ces deux éléments que je vais vous dévoiler tout de suite. Le premier élément, le premier instrument, si vous voulez, c'est les institutions de Bretton Woods. Le FMI, la Banque mondiale. Mais il y a aussi le Club de Paris, le Club de Londres. Tous ceux qui ont la possibilité de prêter de l'argent aux Africains. Et puis, vous avez, pour les Américains, vous avez l'AGOA, hein, cet accord de libre-échange où les Africains peuvent venir à vendre leurs produits aux États-Unis avec des frais de douane vraiment assez réduits. Ça, c'est le premier élément. Eh oui. Parce que c'est avec ça qu'ils nous tiennent. C'est pour ça qu'on nous impose toujours, en fait, on nous impose les dettes. Même quand vous ne voulez pas vous endetter là, ils vous forcent. Il y a des pays, des présidents, comme Laurent Désiré Kabila, qui a été assassiné parce que Laurent Désiré Kabila avait refusé l'aide de la Banque mondiale et du FMI. On a dit, il faut t'endetter. Il dit non, moi je peux gérer mon pays sans avoir besoin de l'aide. Parce que quand ils vous prêtent de l'argent, c'est ça qui leur permet de venir s'ingérer dans votre gestion et de orienter votre politique vers une politique, bien entendu, du sous-développement et du chaos, de la détresse. Et c'est pour ça, c'est le FMI et la Banque mondiale qui ont affaibli notre système éducatif et notre système de santé en Afrique, dans toute l'Afrique. Je veux prendre mon cas personnel de mon pays, le Congo-Brazzaville. Quand j'étais encore très jeune, enfant même, lorsque vous partez à l'hôpital, les premiers soins, l'hôpital vous accordait les premiers soins. Jusqu'aux antibiotiques, des injections, comment on appelle, des perfusions et tout. L'hôpital vous offrait ça. Donc on avait déjà un système de santé qui était quand même respectable. Depuis que nous sommes rentrés dans le cycle du FMI,
Parce que le FMI vous prête de l'argent aujourd'hui, demain le FMI vous demande de payer, vous n'êtes pas capable de payer parce que vous n'avez pas fructifié cet argent, vous n'avez pas industrialisé votre pays avec cet argent vous l'avez envoyé dans la gestion des droits de l'homme, par exemple, l'organisation des élections, et ainsi de suite. Et on vous demande de rembourser, mais vous ne pouvez pas rembourser quelque chose que vous n'avez pas fructifié, qui ne vous a pas rapporté de bénéfices. Donc du coup, vous êtes coincé. Et là, le FMI revient et dit, bon, écoute, comme tu es coincé, je te donne l'argent pour emprunter cette dette, pour payer cette dette, et puis tu vas me payer les 2 dettes après. Donc ta dette double. Et on a évolué comme ça. Et là encore, quand elle va poser les conditionnalités telles que tu ne peux pas les respecter, et même si tu arrives à les respecter, et tu ne peux pas faire avancer ton pays, tu ne peux pas sortir ton pays de la dépendance vis-à-vis de... Voilà le rôle du FMI et de la Banque mondiale. Et c'est ce que les pays du Sahel ont compris. Ils ont compris ça par la méthode forte. C'est pour ça que Dieu merci, nous remercions. Il faut remercier l'OTAN et Sarkozy et Barack Obama qui sont venus détruire la Libye et ont amené le terrorisme dans le Sahel. S'ils n'avaient pas amené le terrorisme, le Mali, le Burkina Faso, le Niger seraient toujours dans cette même situation catastrophique de dette sur endettement, plus endettement, et puis jusqu'à la fin des temps. C'est lorsqu'il y a eu les actions du terrorisme, voyant que les gouvernements n'arrivaient pas à gérer la situation, les militaires ont pris leurs responsabilités. Quand les militaires ont pris leurs responsabilités, la réaction maintenant de ces pays, c'était de fermer les vannes d'argent. On ne vous donne pas de prêts, parce qu'ils se disaient qu'on ne va pas leur donner des prêts, ils ne vont pas pouvoir gérer, ils vont fuir le pouvoir. Ils vont remettre ça à nos hommes, qui sont prêts, comme des vautours, là, pour arracher le morceau. Et manque de peau pour eux, c'est que ceux qui sont venus au pouvoir, ils ont eu le soutien d'un peuple. Les populations les ont soutenus et les sanctions là n'ont pas eu les effets que escomptés. Ils s'attendaient à ce que la population se révolte, quelque chose de ce genre. La population a été résiliente et dit non, nous on comprend la situation. Mais nous on est bien dans cette situation pourvu que ceux-là ne viennent plus nous embêter. Donc ils ne peuvent plus revenir avec le FMI et la Banque mondiale. Et le Burkina Faso est le meilleur élève dans cette affaire, puisque le Burkina Faso a montré, il prend l'argent, il demande, il dit, bon, écoutez, nous on veut une usine de fabrication de tomates. Les Burkinabés qui veulent, venez investir. Les Burkinabés ont sorti ce qu'ils avaient, l'usine est sortie. Demain, s'ils demandent encore une autre, là, vous allez voir, ça va sortir. C'est pour ça que le FMI ne sait plus quoi faire, parce que le FMI ne peut plus revenir là pour emprunter de l'argent, pour faire des prêts. Non. Ne peut plus accorder des prêts. Ils n'ont même pas... Est-ce que vous avez déjà entendu le Premier ministre ou le ministre des Finances de l'un de ces pays aller à Washington pour aller demander de l'argent au FMI ou à la Banque mondiale? Non. Non. Vous les avez vus au Club de Paris? Ils sont déjà sous sanctions. Donc les sanctions ont montré, ont ouvert les yeux, hein, ont levé cette cécité qu'il y avait dans les yeux des dirigeants africains, notamment ceux du Sahel et du Centrafrique, pour comprendre que, oh, mais on peut se passer de ces gens-là et puis continuer à vivre. Vous avez vu le Centrafrique, voulant aller continuer à demander de l'argent à la Banque mondiale, les Américains ont imposé Bancroft, une société de mercenaires. Voilà, c'est ça le problème. Donc aujourd'hui, si le Niger dit, bon, Banque mondiale, moi je veux un peu d'argent et tout, ils vont dire, ok, d'accord, on va te donner l'argent, mais nous voulons que tu maintiennes la base militaire américaine, et nous on te donne de l'argent. Mais cet argent-là, tu ne vas pas acheter des armes avec cet argent, tu vas plutôt faire la promotion des droits de l'homme, et puis tu vas organiser des élections. Comme ils ont compris ça, ils disent, ce n'est pas notre problème, de toutes les façons, les élections, on n'en a pas besoin pour l'instant, ils sont coincés. Ça, c'était l'arme fatale des Occidentaux. Maintenant, ils ont encore une autre arme. C'est le renseignement.
ce sont eux qui contrôlent les services de renseignement de nos pays. En tout cas, qui contrôlaient. Maintenant, dans certains pays, comme les pays du Sahel, que je venais de citer, y compris le Centrafrique, ils n'ont plus le contrôle. Donc, ils ne peuvent plus frapper les récalcitrants. Ils ne peuvent plus coloniser, tuer, assassiner nos dirigeants. Ils ont pu assassiner. Vous voyez, Idriss Déby a monté la tête, on l'a assassiné. Kadhafi, il a voulu sortir l'Afrique, la tête, on a tapé. Et c'est ce qu'ils font toujours. Mais maintenant, au Mali, là, si vous voyez, au Burkina Faso, ils n'arrivent pas à faire des coups d'État parce qu'ils ont perdu le contrôle du renseignement, du système de sécurité. Avant, dans les pays africains, là, c'était un Français qui gérait la garde présidentielle. À la tête de la garde présidentielle, il y avait un Français. Donc, c'est lui qui organise le coup d'État. C'est lui qui avait les informations. La sécurité du président est tenue par eux. Donc à ce moment, ce président-là, il est lié, il est condamné. Je veux dire donc que si les pays africains, les autres pays africains, s'ils veulent sortir de ça, affirmer leur souveraineté, la première des choses qu'ils doivent faire, c'est contrôler le système de renseignement. Il doit avoir des satellites et tout, avoir d'autres partenaires qui vont travailler avec eux dans ce domaine. Parce que les autres, là, leur rôle, les satellites, c'est pour ça. Puisque ça a été signé, ça a été décidé depuis 1885, lorsqu'ils ont divisé l'Afrique. L'objectif, c'était faire en sorte qu'on ne puisse pas avoir des armées qui sont capables de rivaliser contre les Occidentaux. Et pour ça, la clé, c'est quoi? C'est le renseignement. Une armée fonctionne avec le renseignement. Sans le renseignement, l'armée est nulle, elle est caduque, elle est morte. Vous voyez? Maintenant, en dehors de ces deux gros principes, vous avez par exemple un pays comme la France et les pays européens qui ont une autre arme, c'est le franc CFA. Le franc CFA. C'est un pilier de la puissance française en Afrique. Maintenant que le franc français n'existe plus, c'est vrai que pour le changer, il faut passer par la Banque de France. Donc, mais les Français, la Banque de France travaille maintenant avec l'euro. Donc, tous les Européens, nous travaillons pour eux. Et pour que nous puissions sortir de là, il faut, pour obtenir notre indépendance complète, il faut donc sortir du franc CFA. Et c'est ce que je conseille à Touadéra. C'est ce que je conseille aux pays de l'AES. Pour l'AES, bon, on est sûr déjà qu'ils vont sortir là. Mais le président Touadéra devrait aussi sortir du CFA. Parce qu'il n'y a pas de développement avec une monnaie qui ne vous appartient pas. C'est vrai qu'il essaie de contourner avec le Bitcoin, mais c'est pas ça. Il faut aller vers une monnaie comme tout le monde. Tu changes une monnaie et cette monnaie sera convertible sur le marché international. On s'en fout de ce que va penser la France. Mais le président Touadéra certainement a peur d'aller seul. Hein, parce que tous les autres pays, Tchad, Cameroun, Gabon, tous, personne ne veut penser même à ça. Donc, bon. Mais, en tout cas, l'idéal, ce serait ça. Ça, ce sont les éléments, ce sont si vous voulez, les instruments qui caractérisent la force de ces puissances de l'OTAN, du G7, sur nos pays. L'Amérique, elle a aussi son instrument capital qui est l'AGOA. Et donc, quand vous avez des problèmes avec l'Amérique, elle vous sort de l'AGOA. Maintenant, on s'est rendu compte, on le voit maintenant, que nos pays n'exportent pratiquement pas aux États-Unis. Donc, bon, on peut sortir de l'AGOA, on s'en bat on s'en bat les couilles, quoi. Il n'y a rien, on s'en fiche éperdument, ça ne change rien. Vaut mieux même rester hors et avoir sa souveraineté et son indépendance. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Yaba kolervé, yama lebe. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.